Elle était prisonnière des hauts sommets, dans ces terres hostiles, arides, dépourvues de toute pitié. Les larmes des sommets enneigés se déversaient dans un cœur au reflet d'azur. Ce dernier était si grand, si profond, qu'il pourrait accueillir toutes les larmes du monde. Sur ses rives se dressait une petite ferme modeste et isolée, où Tchinguiz vivait une existence triste à mourir, pauvre en argent comme en amour. Le vent sifflait, sous la vieille porte de bois recouverte d'une peinture bleue qui s'effritait. Les murs entorchis ruisselaient de larmes de la rosée matinale d'automne. Dans cette bâtisse qui tombait en ruine, sous ce toit de tôle rouillée, Tchinguiz comptait ses bourses de tenga, enfin plutôt les 2 bourses de 2000 tenga qui lui restaient. Une somme d'argent qui pouvait paraître dérisoire, certes, mais qu'il avait eu tant de mal à accumuler durant ces derniers mois, en vendant 4 de ces vieilles chèvres dont il n'avait plus besoin. Il se prit la tête dans les mains et dit à haute voix : « Mais que vais-je donc pouvoir acheter avec ces misérables 4000 tenga ? Un âne boiteux qui va sur son déclin ?» Se levant comme un diable sorti de sa boîte, il saisit son vieux blouson noir, claqua la porte de la vieille bâtisse derrière lui, et emprunta la route qui longeait le lac Ézéchiel menant au village le plus proche. Arrivé au village, il entra dans le marché la tête basse, envahi par la honte de demander une jument, celle qui comblerait sa vie. Comment allait-il obtenir cela, avec ces 2 pauvres bourses de 2000 tenga qui se battaient en duel au fond de sa poche? Tchinguiz passa devant le salon de thé, étape qu'il redoutait par-dessus tout. Les mêmes hommes y refaisaient à longueur de journée le monde, de la terre jusqu'au ciel intouchable. Hé Tchinguiz, que fais-tu ici ? À chaque fois que tu viens, à la nuit tombée, tu ressors bredouille. À moins que tu souhaites acheter une chèvre âgée aussi fertile que le désert. Tchinguiz soupira et ne répondit point. Arrête, mon ami. Ajouta le doyen de la terrasse. Tu as autant de bourses qu'il reste dedans à ton oncle Almourat. Il n'y a aucune jument qui vaille le contenu de tes poches. Agacé et fatigué par les critiques des buveurs de thé, il lança un pari. Eh bien, je resterai jusqu'à la fin du marché, tu vois. Je prendrai une jument, je repartirai avec elle, et quand le soleil tombera sur l'horizon, tu ne pourras que m'observer au loin à ses côtés sur le chemin du retour. Les buveurs se mirent à rire aux éclats, alors que le pauvre éleveur s'était déjà évaporé dans l'immensité du marché. Les heures et les ventes s'étaient écoulées sous les odeurs du bêche-barmac qui macérait dans la grande marmite. Des épices aux 1000 senteurs et couleurs ornaient les étalages. Allez, 845 000 tenga, 80 000 tenga, qui dit mieux ? Encore trop cher ? Mais c'était encore trop cher pour Tchinguiz. Lorsque les plus beaux étalons eurent quitté le marché, que les odeurs épicées se furent évaporées, il resta une seule jument du nom de Alia. Elle était prostrée dans un coin, l'air craintive et affaiblie. Tchinguiz s'arrêta et l'observa attentivement. Se rappelant son engagement, il interpella le vendeur. Hé l'ami, elle est à vendre celle-là ? Surpris, le marchand qui était en train de plier bagages se retourna en riant nerveusement. Oui, mais vois-tu, tu en feras peu de choses de celle-ci. Elle boite, regarde. Je n'ai pas de temps à perdre, mon image est en jeu. Alors, c'est combien à la fin ? Je ne t'ai pas dit. Elle ne te donnera jamais de lait ni même la vie. Mais bon, puisque tu insistes, elle me coûte cher en entretien. Ça te fera 1400 tenga. Ah, 1400 tenga ? Je la prends. Au moins, j'aurai maintenant la fierté de posséder une jument et de remporter le pari. Les voilà tes 1400 tenga. Il honora donc son pari, en repassant avec sa jument au soleil tombant, devant les buveurs de thé encore attablés sur la terrasse. L'un d'eux, la bouche jusqu'à ses pieds, cria. « Tchinguiz, Tchinguiz, attends !» Mais Tchinguiz, brillant et fier comme un aigle, traça son chemin et s'éloigna dans l'horizon rougeâtre des soirs d'automne, à côté de sa jument, comme il l'avait annoncé. Les semaines passèrent, et Tchinguiz ne sortait jamais sa jument hors de la ferme, tellement il en avait honte. L'important était qu'elle fasse le travail qu'il lui demandait, et par-dessus tout, qu'elle puisse satisfaire son ego. Enfin,
Chingiz possédait une jument et avait cloué le bec à ses buveurs de thé. Tu vois, Alia, tu as de la chance, parce que je t'ai recueilli chez moi. Dit-il à sa jument, appuyée contre la barrière de l'étable. À présent, tu te dois de ne pas salir ma réputation. Alors je compte sur toi pour ne pas sortir de la ferme. Si tu enfreins cette règle, cela signifiera que tu n'es pas digne du geste que j'ai fait envers toi. Alia, qui rêvait de parcourir les plaines, les montagnes, de redécouvrir les sensations de l'aventure, approuva néanmoins. Enfin, quelqu'un avait bien voulu d'elle, c'était le plus important à ses yeux qui n'avaient que trop peu vu le monde. Le lendemain, se sentant bien plus sûr de lui que la dernière fois, Chingiz partit pour le village d'un pas enjoué. À la grande surprise de tous, il se rendit de lui-même dans le salon de thé. Mon ami, es-tu tombé sur la tête? Ce n'est pas dans tes habitudes de venir ici. Cesse de poser des questions et laissez-moi donc une place à votre table. Il l'a bien mérité. Le petit jeune nous a bien cloué le bec hier soir. Je l'admets, je n'en reviens toujours pas. Chingiz saisit une chaise pour la poser à leur table déjà bien remplie, en poussant ses deux voisins qui ne se plaignirent point tant ils avaient soif d'apprendre l'histoire de ce surprenant Chingiz. Les heures défilèrent et il leur raconta tant d'histoires pour se glorifier qu'il revint très tard à la ferme. En rentrant, il n'eut pas un regard pour Alia qui n'avait pas bougé de son étable depuis son arrivée. Pas un jour ne se passa sans que Chingiz ne se rendît dans ce salon de thé qu'il haïssait tant auparavant. Alia ne sortait pas de son étable et attendait Chingiz qui ne lui accordait pas la moindre attention. Pour passer le temps, elle ouvrait la fenêtre de l'étable et observait les autres bêtes. Ces dernières n'étaient pas encore des juments et n'avaient pas encore été vendues. Crinière au vent, elle courait dans les herbes, le visage caressé par les rayons du soleil. Une enfance qui aurait pu être la sienne. Quand Chingiz rentrait, elle avait toujours le droit à des histoires inintéressantes, à l'image de tous ces hommes égocentriques qui avaient besoin d'assouvir leur désir de réussite tout en se noyant dans l'océan de leurs propres mensonges. Mais ce qui attristait le plus Alia était que Chingiz pensait vraiment être le héros de ces histoires. Comme quoi, on pouvait finir par développer de la pitié pour son bourreau, à force de n'avoir que lui comme interlocuteur. La vallée tout entière plongea dans l'obscurité de l'hiver, et les hauts sommets blancs vinrent s'étendre jusqu'aux lames des vagues qui s'écrasaient sur les côtes de l'Isikel. L'argent nécessaire à la vie de la ferme s'écoulait comme un torrent dans les paris, le salon de thé et l'alcool. Alia était rongée par la faim et pétrifiée par le froid, à tel point que l'isolement et l'ennui n'étaient plus si pénibles que ça. Un jour, pour rompre la routine, Chingiz ramena un homme à la ferme, un maigrichon au teint verdâtre et au regard sévère. Alia, sors de cette cuisine et viens dire bonjour à mon ami. Je lui ai promis que tu t'occuperais bien de lui, alors sois poli, je te prie. Elle a l'air bien docile, cette petite. Toi, tu tiens tes engagements. Quand tu as parié sur cette équipe de coqbelus, j'étais sûr que tu perdrais. Quel courage de mettre Ali en jeu. Honnêtement, Chingiz, je trouve que tu es un homme respectable. Tiens l'ami, prends cette selle en cuir et ces lanières. J'allais oublier. Prends cette cravache. On ne sait jamais. C'est quand même plus convaincant pour la faire obéir. Les deux hommes éclatèrent de rire comme des diables sortis des entrailles de la terre, pendant qu'Alia se noyait dans ses sanglots. La terreur avait envahi tout son être. Puis, à la grande surprise des deux loups affamés, Alia se ressaisit et dit calmement : « Je ne tiendrai jamais plus de 10 secondes avec toi sur mon dos, tellement je suis épuisée. Je n'ai hélas plus de force, je suis affaiblie par le manque de nourriture. Puis il fait froid ici. » Trahi par cette vérité qui avait foncé sur lui comme un aigle sur sa proie, la colère envahit Chingiz. Il arracha violemment la cravache de la main de son ami, les yeux remplis de la haine qui sème la mort. Si, espèce de mule, tu dois y arriver, tu le feras pour moi. Regarde donc tout ce que j'ai fait pour toi. C'est comme cela que tu remercies ton maître ? Chingiz attrapa la gorge d'Alia et serra tellement qu'elle lui sembla exploser. Sans se démonter, elle le fixa droit dans les yeux et lui dit : « Je n'ai jamais autorisé aucun de vous deux à me toucher. J'appartiens à moi-même, sûrement pas à un homme dépourvu de cœur et de raison comme toi, Chingiz. Vous ne méritez pas d'être aimé, vous ne me méritez pas. » Elle osait le défier pour la première fois. Elle devint alors une femme aux yeux de tous, et plus une jument qu'on achetait pour son amour, sa fertilité et son travail, et qu'on gardait comme un trophée. Les hommes quittèrent la maison.
Alia versa tant de larmes qu'à elle seule, elles auraient pu remplir toute la vallée. La neige et le froid glacial s'abattirent ce soir dans la vallée. Il n'y avait plus aucune source de chaleur, ni même d'amour pour la réchauffer, ne serait-ce que son cœur. Puis ses yeux se fermèrent à jamais. Le lendemain matin, sous un ciel rosé, la neige pure qui masquait les paysages parfois imparfaits laissa apparaître, pour seule vérité au beau milieu de cette étendue blanche, le corps gisant d'Alia. Les bourreaux l'avaient porté loin de la ferme et abandonné au milieu de cette plaine, comme en témoignaient les traces dans la neige, qui finiraient par disparaître, ne laissant plus aucune preuve, et l'incident serait oublié. L'âme d'une mythique guerrière kirghize du nom de Kérès, qui elle aussi avait fait preuve de courage à son époque, avait assisté à cette scène tragique. Apercevant le corps inerte de la jeune femme, Kérès dit à haute voix : « Elle a les lèvres bleues, son visage est aussi pâle que les paysages, mais surtout une chose me marque, elle a l'expression que nous affichons lorsque nous sommes vainqueurs. Ayant été témoin de toute cette horreur, je me dois d'aller vers son âme. » Elle descendit auprès d'Alia qui semblait dormir dans la neige, puis la releva pour l'asseoir à ses côtés. Dans un grand souffle, Alia se réveilla. Surprise, elle se toucha à la gorge, elle ne comprenait pas. « Où suis-je et qui êtes-vous » demanda-t-elle à la magnifique guerrière. « Une chamane ? Je ne suis pas censée me réveiller, cette vie cauchemardesque a pris fin, je n'ai plus de raison d'être ici. »« Tu n'es plus parmi ces ignorants, » répondit Kérès d'une voix douce et posée, avec un grand sourire. « Tu es avec nous à présent. Les âmes qui peuplent les contes, les histoires qui se perpétuent de bouche en bouche, de génération en génération. Celles qui font changer la société d'ici-bas, des guerrières en quelque sorte. » Alia, abasourdie, se mit à pleurer. « Je n'ai rien à faire parmi vous, je ne suis pas une héroïne, ni une guerrière, je suis juste morte sous les mains de ce terrible Tchinguiz. »« Eh bien tu te trompes, tu es une héroïne, une guerrière, une femme libre. Tu t'es affirmée, tu lui as montré que tu n'étais pas de la marchandise ou un simple trophée, mais une femme avec des convictions. Il a dû assumer les conséquences de ses erreurs, et en une fraction de seconde, comme une étoile filante, tu es devenue une femme libre. » Alia sécha ses larmes et fit un grand sourire à Kérès. « Prends ma main et viens avec moi. Laisse-moi faire de toi une étoile qui brille dans le ciel et qui veille sur toutes les jeunes filles. » Sous le soleil éclairant les majestueux monts du Tian Shan, elles s'élevèrent dans le ciel, comme de magnifiques oiseaux du paradis. Alia laissa la trace de son corps dans la neige. Elle était désormais dépourvue de son enveloppe charnelle. La trace disparaîtrait rapidement, avec toute cette neige qui n'arrêtait pas de tomber. De son côté, Tchinguiz devint la risée du village, quand les habitants apprirent les atrocités commises et ses nombreux mensonges. Les hommes du salon de thé lui tournèrent le dos, non pas en raison de ses actes cruels, mais car il n'était plus si intéressant à leurs yeux. Certains pensaient qu'Alia était encore vivante quelque part dans ces terres, d'autres savaient qu'elle était montée auprès des autres héros de ce monde. Toujours de son côté, Tchinguiz, seul dans sa vieille maison de tôle rouillée, sans chaleur, contemplait le vide à l'image de son cœur de pierre. « Et toi, Kérès ?» demanda Alia sur le chemin vers l'au-delà. « Raconte-moi, qu'est-ce qui a fait de toi une guerrière ?» Moi aussi j'ai connu un Tchinguiz. C'était Gengis Khan, le terrible guerrier mongol. Lui aussi était un égoïste qui avait soif de domination et de possession. Il a écrasé des peuples et des empires par sa folie de la grandeur, mais un jour, il fut frappé par une épouvantable colère. Rien que d'y penser, je suis amusé. Si tu veux connaître ma fascinante histoire, tournons la page pour entrer dans le passé, plus exactement en l'an 1227, pendant les invasions par les Mongols de nos terres, celles du peuple kirghize.